Que pensez-vous de la rencontre des deux dirigeants coréens? Alors ça, c'est un petit peu mystérieux. On a vu effectivement les deux dirigeants coréens, le secrétaire général, je crois que c'est son titre, du Parti des travailleurs de Corée, donc Kim Jong-un, le petit-fils du fondateur du régime nord-coréen Kim Il-sung, donc de cette dynastie communiste qui s'est installée en Corée du Nord après la guerre de Corée. On a vu arriver à Panmunjom, à la frontière entre les deux Corées. Alors Panmunjom, je connais, moi j'y suis allé il y a un certain nombre d'années. C'est sur la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a une espèce de bande un petit peu en relief qui symbolise la frontière, la démarcation entre les deux Corées. Puis il y a des bâtiments qui sont à cheval. Il y a un bâtiment notamment qui est à cheval dessus, où ont lieu des négociations. Et quand j'y suis allé, on pouvait entrer dans ce bâtiment, tourner autour de la table des négociations, et on nous expliquait que c'était le seul endroit sur Terre où on pouvait aller de Corée du Sud en Corée du Nord et revenir en Corée du Sud sans risquer qu'on vous tire dessus. Alors, ce qui a été effectivement très intéressant, c'est que ces deux États sont juridiquement encore en guerre. Il y a eu un armistice, mais il n'y a pas eu de traité de paix. Donc, depuis 1950, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont juridiquement en guerre, en état de guerre. Il n'y a pas eu de traité de paix. Et on a vu donc Kim Jong-un arriver à la frontière à Panmunjom, rencontrer Moon Jae-in, qui est le président de Corée du Sud, se serrer la main au-dessus de la frontière. Ensuite, le président nord-coréen est passé quelques instants en Corée du Sud, et puis il a eu l'intelligence politique, la malignité, on pourrait dire, de proposer à son homologue sud-coréen de faire le geste inverse, et le président sud-coréen a franchi le pas et est passé symboliquement quelques instants, a fait un pas ou deux en Corée du Nord avant de repasser. Alors, il y avait quelque chose d'un petit peu lunaire, en fait, dans cette rencontre, parce qu'en fait, c'était deux univers totalement différents. Il y en avait un, Kim Jong-un, qui est donc le leader suprême de la Corée du Nord, qui avait quand même un autocrate, avec un régime qui ne tolère aucune opposition de quelque nature que ce soit, avec des élections qui donnent 99,99% au régime en place, avec une surveillance de la population qui est considérable. Et donc Kim Jong-un est arrivé, il était là, il était assez fort, on avait un peu l'impression d'un autocrate c'était tout à fait ça, qui arrivait d'ailleurs, il est jeune, je crois qu'il a 32 ou 33 ans. Il arrivait vraiment avec une assurance assez extraordinaire. Puis face à lui, il y avait le président sud-coréen, là, Moon Jae-in, qui lui, en costume sur mesure impeccable, l'autre avait une vareuse Mao, alors que le sud-coréen avait un costume peut-être de fabrication française ou italienne, une cravate impeccable, une chemise qui ne l'était pas moins, et puis il avait été habillé, enfin bref. La façon qu'il avait de se comporter, on avait l'impression de quelqu'un qui était habitué à être sur les plateaux de télévision, quelqu'un qui était vraiment un produit, j'allais dire, du monde occidental, même si c'est en Extrême-Orient. La Corée du Sud fait partie de l'OCDE. C'était typiquement le genre de politiciens à l'occidental qui sont là à sourire en permanence, avec le sourire, les yeux plissés, en permanence prenant la pose, alors que Kim Jong-un était beaucoup plus bourru. Si je voulais prendre une image un petit peu forte, on avait un peu l'impression de la rencontre entre le maréchal Staline et Bruno Le Maire, quoi. C'est à peu près ça. C'était deux chocs de civilisation qui se rassemblaient. Alors au-delà de ça, les deux dirigeants sont tombés d'accord pour essayer de parvenir à un traité de paix avant la fin de l'année, à l'automne, et également sont tombés d'accord sur le moment et dans les jours qui viennent sur des mesures symboliques. Par exemple, la Corée du Nord va adopter la même heure que la Corée du Sud, puisque en 2014, je crois, la Corée du Nord symboliquement avait retardé ou avancé, je ne sais plus, son horaire de 20 minutes. Donc ils vont se remettre sur le même fuseau horaire, et c'est un peu symbolique, mais les symboles ont de l'effet. On apprend ces jours-ci qu'il y a 3 prisonniers coréens de nationalité américaine, mais d'origine coréenne, qui ont été prisonniers en Corée du Nord, qui vont très probablement être libérés. Le président Trump l'a quasiment annoncé. Et puis on a appris que les deux dirigeants nord- et sud-coréens se sont entendus pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? D'abord, c'est un coup de théâtre. Je rappelle qu'il y a encore moins d'un an, il y a encore 6 mois ou 8 mois,
on en était à craindre éventuellement une conflagration générale. Que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un faisait des essais balistiques nucléaires, prétendait pouvoir, et d'ailleurs c'était vrai, il avait envoyé des missiles balistiques qui inquiétaient tout le monde. Il pouvait atteindre l'île de Guam, qui est une île américaine dans le Pacifique Sud, au sud du Japon, mais il pouvait ensuite attaquer et parvenir sur la côte ouest des États-Unis et même peut-être sur l'ensemble du territoire américain avec des vecteurs pouvant porter des charges nucléaires. Il y a eu une escalade, vous vous rappelez, à l'automne dernier, absolument incroyable entre Kim Jong-un et Donald Trump, le président des États-Unis, avec des insultes qui étaient échangées de part et d'autre. Donc on avait le sentiment que tout ça risquait de déraper à tout moment. Tout le monde était très inquiet. Et puis depuis le début de l'année, Kim Jong-un a fait complètement volte-face. Et il a d'abord envoyé une équipe de basket de participer aux Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu à Séoul, enfin près de Séoul, en Corée du Sud. Il y a même eu une équipe, je crois des handballeuses féminines ou basketteuses féminines, qui était commune aux deux nations. On a vu à cette occasion la sœur de Kim Jong-un venir en Corée du Sud. Et puis depuis lors, c'est une espèce de réchauffement diplomatique accéléré, incroyable, très très rapide, qui a mené à ce sommet inattendu. Alors entre-temps, il y a quand même eu 3 événements qui peuvent expliquer ça. Le premier événement, ce sont les sanctions qui ont été prises à l'Organisation des Nations Unies par tout le monde, et d'ailleurs sans opposition ni de la Russie ni de la Chine, et qui fait que le régime nord-coréen est quand même très durement touché par les sanctions, en particulier par les sanctions décidées par Pékin, puisque la veine jugulaire de l'économie nord-coréenne passe par la Chine. Donc si le régime de Pékin décide de sanctionner réellement le régime nord-coréen est quand même très très mal. D'autant qu'il y a des facilités qui ont été accordées au cours des dernières années à des sino-coréens ou à des personnes chinoises faisant du commerce en Corée du Nord. Et si tout ceci s'arrête, c'est vraiment le petit frémissement économique que connaît la Corée du Nord risquait d'être mis à bas. Alors c'est peut-être la première explication, c'est que peut-être que Kim Jong-un s'est rendu compte, qu'il y a quand même un vrai problème avec ces sanctions. Il y a une deuxième possibilité, c'est que Kim Jong-un s'est rendu en Chine, a été reçu par le président Xi Jinping. Donc il est possible il est même probable, il est même quasi certain, que Pékin a fait des pressions politiques auprès de Pyongyang, de la capitale nord-coréenne, mais également a dû promettre, je ne sais pas, des investissements chinois en Corée, promettre une augmentation, une relance de l'économie nord-coréenne qui a pu allécher Kim Jong-un. Il y a une troisième explication, c'est que Donald Trump et les États-Unis ne sont pas restés inactifs. On a appris avec retard que Mike Pompeo, l'ancien directeur général de la CIA américaine, qui désormais a été adoubé comme secrétaire d'État américain, il s'est rendu en Corée du Nord, il a été reçu en tête-à-tête par Kim Jong-un. Qu'est-ce qu'est allé dire l'ancien directeur général de la CIA à Kim Jong-un et actuel secrétaire d'État? Ils ont sans doute commencé à préparer le fameux sommet historique qui devrait avoir lieu entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ça, pour le coup, ça sera vraiment historique. Mais ils ont sans doute parlé d'autre chose. Mais de quoi? Quelles ont été les promesses, les engagements qui ont été tenus à Kim Jong-un? Quelles ont été les pressions qui ont été faites? Ça, c'est intéressant. Enfin, il y a encore un quatrième facteur qu'il ne faudrait pas oublier, qui est que selon certaines sources d'information, notamment venues de Chine, il y aurait eu, là même où il y avait les essais nucléaires, c'est-à-dire dans une montagne du nord de la Corée du Nord, du nord-est de la Corée du Nord, là, dans une montagne enfouie, il y avait le site d'essais nucléaires nord-coréens, que la montagne en question se serait effondrée sur elle-même en enterrant, la plupart des installations nucléaires nord-coréennes et sites d'expérimentation. Ce qui expliquerait pourquoi ça serait un désastre en termes militaires et financiers, et ça expliquerait pourquoi Kim Jong-un, à ce moment-là, aurait annoncé précipitamment qu'il mettait un terme aux essais nucléaires, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, pourrait-on dire. Voilà. Maintenant, chacun peut avoir son opinion, tout le monde ne peut objectivement que se réjouir de l'évolution. Si on pouvait avoir, peut-être c'est ce que les Chinois ont-ils conseillé à Kim Jong-un, un système du style un pays, deux systèmes. C'est ce que les Chinois avaient promis aux Britanniques au moment de la restitution de Hong Kong en 1997, le 1er juillet 1997. Les Chinois avaient dit restituez-nous Hong Kong
Et nous maintiendrons pendant au moins 50 ans une zone administrative spéciale, la zone administrative spéciale de Hong Kong, qui gardera ses propres institutions, son propre système économique, mais qui dépendra formellement de Pékin. Et donc c'est une conception très extrême orientale, puisque je rappelle qu'en Occident, en général, on n'aime pas les contradictions. C'est blanc ou noir, c'est vrai ou faux, c'est 1 ou 0. Alors qu'en Extrême-Orient, souvent, on sait que, vous savez, c'est les pays, le cercle du Taiji, la compénétration des contraires, le yin et le yang, qui d'ailleurs figure sur le drapeau de la Corée du Sud. C'est même le seul drapeau au monde où, je crois, figure le cercle du Taiji. Donc cette compénétration des contraires, le yin et le yang. Donc la vérité, elle est à la fois vraie et fausse, noire et blanche, c'est un camailleux de gris. Donc dans cet univers mental de l'Extrême-Orient, chinois, coréen, japonais, on sait que on peut avoir des choses qui peuvent paraître contradictoires aux Occidentaux, qui le sont moins quand on a de l'expérience de la vie. C'est comme ça qu'en Chine, on a un régime qui est officiellement communiste, mais dont les règles économiques s'apparentent au capitalisme le plus pur et le plus dur. Et on peut imaginer que les deux Corées évoluent vers un système de cette nature, avec progressivement une espèce de réunification politique, en trouvant des structures qui permettraient de réunifier le pays, fondées sur un fort nationalisme, un fort amour de la patrie, de part et d'autre d'ailleurs du 38e parallèle, mais qu'ils adoptent le système un pays, deux régimes. C'est d'ailleurs ce que la Chine a également proposé à Taïwan. Voilà. Il y a encore une autre possibilité que je lance ici pour la réflexion de tout un chacun. C'est un proverbe chinois qui dit face à l'armée la plus aguerrie a encore un point faible, le général qui est à sa tête. C'est-à-dire que c'est un des 36 stratagèmes chinois, c'est-à-dire que finalement le point faible en Corée du Nord, c'est Kim Jong-un soi-même. Eh oui, puisque c'est un pays où tout dépend en fait de cet autocrate et du prestige de la famille dont il émane. Donc est-on sûr et certain, je ne sais pas, mais est-on sûr et certain que ce jeune dirigeant qui a 33-34 ans, que ce jeune dirigeant qui a été formé comme sa sœur en Suisse, qui montre une certaine dilection pour les divertissements occidentaux. Il a créé une station de sport d'hiver en Corée du Nord. Il a créé une espèce de centre comment dirais-je de village d'animation un petit peu inspiré d'un Disneyland local. Il a créé des delphinariums, etc. Donc il s'est félicité. Il y a eu des troupes de rock venues de Corée du Sud où au début de l'année il a participé. Il a félicité les participants. Peut-être, en fait, ce dirigeant, finalement, est-il attiré par l'Occident? On ne sait pas. Donc moi, je lance ça ici, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont me critiquer, certainement d'ailleurs, mais je lance un débat. Finalement, est-on sûr que le dirigeant nord-coréen ne va pas céder aux sirènes occidentales qui auraient pu avoir des moyens divers et variés pour essayer de l'influencer? Voilà. Si tel n'est pas le cas, je ne sais pas très bien où on va. On va en tout cas plutôt vers des jours meilleurs. Il faut, je pense, tous s'en féliciter. Si la tension baisse, si c'est bon pour la paix du monde, eh ben c'est bon pour tout le monde. En réalité, tout va dépendre aussi de ce qui va se passer avec le sommet Donald Trump-Kim Jong-un. On voit bien là-dedans que la Chine a fait une spectaculaire entrée dans le jeu en étant le premier pays de destination de voyage de Kim Jong-un. Et puis actuellement, il y a le ministre des Affaires étrangères chinois qui s'est rendu en Corée du Nord. Donc on a quand même un peu l'impression que toutes ces évolutions sont parrainées par la Chine et que c'est en fait, par les deux Corées interposées, c'est en fait un dialogue Pékin-Washington, chacun ayant son poulain, Pékin ayant Pyongyang et Washington ayant Séoul. Puis là-dedans, il y a des observateurs, il y a la Russie qui observe ça de loin, et puis il y a le Japon qui est un peu triste parce qu'il est quand même juste à côté, et il est un peu tenu en lisière. En fait, il est complètement hors jeu, ce qui n'est pas très bon pour la diplomatie japonaise. Voilà. Je ne parle même pas de l'Europe, alors qu'il est complètement hors jeu. L'Europe n'existe absolument pas dans toute cette affaire. J'en profite d'ailleurs ici pour lancer un nouvel appel à Emmanuel Macron. Je l'avais déjà dit 2 fois, je crois, depuis plusieurs mois. Je rappelle que la France est le seul pays européen, le seul pays membre de l'Union européenne, avec, je crois, l'Estonie, à ne pas avoir reconnu diplomatiquement la Corée du Nord et à ne pas avoir d'ambassadeur nommé auprès du gouvernement de Pyongyang. Sur les 28 autres États, sur les 26 autres États de l'Union européenne, à part l'Estonie et la France, tous ont reconnu diplomatiquement la Corée du Nord. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui ont en plus une ambassade à Pyongyang, l'Allemagne notamment, et je crois l'Italie, ont une ambassade à Pyongyang.
Les autres pays de l'Europe qui reconnaissent diplomatiquement la Corée du Nord mais qui n'ont pas d'ambassade, eh bien font, en fait, ils nomment un ambassadeur à Pékin qui est également accrédité auprès de Pyongyang. Donc il faut maintenant, la France aurait dû le faire depuis belle lurette. Et j'imagine que M. Macron, ça va nous être... Je vois ça comme si... C'est comme si c'était écrit. Je vois ça d'ici 2 semaines, 3 mois, je ne sais pas quoi, que d'un seul coup, on va apprendre que la France va ouvrir une ambassade à Pyongyang, ou va reconnaître diplomatiquement, nommer un ambassadeur, et on va avoir dans la presse française quelle forte diplomatie, quel culot. Non, c'est minable. Ça veut dire qu'on aura attendu l'autorisation de Washington pour le faire. Donc c'est nul.